peur de paraître en public ce soir? Réponds. Tu as peur? Ah, tu vois, tu es déjà un artiste. C'est bien ça, c'est très bien. Mais comprends-moi, il ne faut pas avoir peur. Ne surtout pas avoir peur du public. Tu comprends? Voilà. Tu te concentres. Quand tu as peur, tu restes dans ta loge, là c'est pour toi, et là tu peux te soulager. Mais comprends bien surtout qu'il ne faut jamais craindre et vaincre la peur. Vaincre la peur, tu as compris? En face du danger. En public, sois gentil, sois simple, sois charmant. Surtout ne sois pas trop vulgaire. Ne sois pas trop intelligent, c'est inutile. Ne dis que des choses faciles et surtout, refuse toujours les rôles secondaires. Ne singe pas les gestes que je fais. N'oublie pas que tous les professeurs sont mauvais et que quand les gens sont bons, ce sont des criminels, car ils n'enseigneront jamais que leurs défauts. Tous les gestes sont bons quand ils sont naturels. Ceux qu'on apprend sont toujours faux. Et maintenant, un dernier mot. Adore ton métier. C'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux, mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Et ça, vois-tu, c'est bien plus beau, c'est plus que tout. Et tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit quand elle rit. Tu l'entendras, tu verras, c'est magique. Enfin, écoute-moi bien, et essaie de rester toujours populaire. Et peut-être qu'un jour, tu deviendras célèbre. Et crois-moi, ce jour-là, eh bien, ce sera beaucoup plus beau que l'amour. Je suis comédien, je dors le matin, je dors et même jusqu'à 2 heures. S'il n'y avait pas dans la rue en bas ces abrutis et leurs marteaux piqueurs, alors je traîne jusqu'au bistrot à gare. Je commande 4 expressos très forts, je demande tous les journaux, mais je me lis que la page spectacle. Le reste, je m'en soucie guère, du moment qu'il n'y a pas la guerre. Je suis comédien, je vois que machin va jouer Scapin, un rôle pour moi. Je vois que Dupont va jouer Néron, mais il sera mauvais comme un cochon. Enfin, franchement, quand je me regarde, qu'est-ce que j'ai de moins que Humphrey Bogart, que Mastroianni, que Peter O'Toole? J'ai tout, la sensibilité, la violence, rien qu'un peu de chance. Et moi aussi, je serai l'idole des fous. Je suis comédien et je sens soudain mon destin à portée de ma main. Alors je remonte prendre mon bain, je me sens des ailes, Paris, tiens-toi bien. Je fonce à Boulogne, Billancourt, je dis, je vois monsieur Dartmouth en conférence, sans aucune importance. J'attendrai, je suis dans un bon jour. Je suis comédien, et quand le soir vient et que je n'ai pas vu monsieur Dartmouth, alors je m'en vais, bonsoir
et de moi, et de moi, et de moi. On croit que c'est énorme, à moi. C'est tout petit. Je suis comédien, déjà je suis plein d'alcool, plein de rêves, l'espoir revient. Je suis comédien comme une tempête, les répliques tournent, tournent dans ma tête. Je suis comédien, chante, c'est à moi, et j'entends la foule hurler de joie. Je suis comédien, j'ai le monde en main, je suis roi, je suis Dieu, mieux que ça, je suis comédien. Attention. Attention. Ouais. Des applaudissements. Tu prends pas ton... Non, non, c'est Tu prends pas ton micro. Hein? Tu prends pas ton micro. Pour faire quoi? Non, non. On est sur quoi? Ben, Prends-le. Il n'y a pas le C'est clair. C'est le cid là. C'est le sud. C'est le cid. Voilà. C'est le cid. C'est pas Ah, il n'a pas le bon. Il n'a pas le bon. Excusez-nous, ce sont des choses qui arrivent. tu m'as pas donné la bonne conduite. Alors, c'est pas grave. On vous l'avait dit, on teste, hein, c'est la première fois. Eh ben oui, j'ai pas la bonne conduite. Alors, et si on te donne des... C'est pas grave. Tu as là le site, d'accord? Bon. Donc on reprend. Attention. Le public applaudit. Oui. Mesdames et messieurs, 10 minutes d'entracte. Et bientôt, acte 4. Acte 4, d'accord. Ouais, alors, Chimène et l'infante sont déjà dans leur loge, là. Elles sont en train de discuter, tout ça, ça cancane. Et puis les deux autres, là, les suivantes, alors Léonore et puis Elvire, alors elles sont sur leur portable, elles envoient des textos, des messages, elles s'en foutent. Ah là là, mais c'est pas possible. Alors, l'acte 4, alors le début de l'acte 4, c'est facile, ça commence comme ça. Je présente quand même, alors nous avons déjà l'infante. L'infante, c'est ma fille. Ouais. C'est ma fille, l'infante, oui. Bon, elle porte un diadème sur son front. Puis elle est fébrile, amoureuse. Chut. Une princesse n'a pas le droit d'aimer. L'autre, c'est Chimène. Chimène, alors un voile de crêpe noire, voile son visage, elle est en deuil, c'est terrible. Elle vient de perdre son papa. Le gros tourneur passe. Oui, au cours d'un duel, c'est affreux. On a eu du mal à recoudre le ventre, les tripes avaient commencé à gonfler au soleil, tout ça. C'est terrible, c'est terrible. Et puis les deux suivantes, là, nous avons Elvire, c'est la suivante de Chimène. Et Léonore, c'est la suivante de ma fille d'enfant. Elvire, Léonore, deux rôles de merde. Quand un metteur en scène veut se venger d'une actrice secondaire, il lui confie le rôle de la suivante. Que fait la suivante durant toute la pièce? Elle suit. À quoi pense-t-elle? À rien. Une suivante est par nature anticartésienne. Je ne pense rien, donc je suis. Et parfois, sous ma robe de bure, sous ma robe de velours aussi, quand je transpire, je sue. Et parfois même, je pue. J'ai toujours pensé que cet acte 4, au début de l'acte 4, il était bâclé. Alors la scène 1 de l'acte 4, je n'y suis pas, aucune importance. La scène 2 de l'acte 4, c'est celle que je viens de présenter. J'ai toujours pensé que cette
scène 2 de l'acte 4 avait été mal écrite par Corneille, comme s'il avait voulu faire comprendre au public ce qui venait de se passer durant les 3 actes précédents. Mais il n'est pas bête, le public. Il a bien vu ce qui s'était passé quand même. Bon, il a même vu des choses que moi-même, le roi, je n'ai pas encore vues. J'avais simplement entendu parler. Bon, quelques infos qui ont fuité il n'y a pas longtemps. Paraît-il que ma fille, l'infante, est amoureuse de Rodrigue. Rodrigue! Rien que ça! Tu vas voir, c'est là, je vais te la marier, moi, dardard, au prince du Portugal, ça va pas tarder. Non, mais, quant à Chimène, c'est terrible. C'est la chieuse de service. Elle est ballottée, elle vit un cruel dilemme terrible entre la haine qu'elle porte à Rodrigue, puisqu'il vient de tuer son père, et l'amour. L'amour, parce que Rodrigue, eh bien, il a voulu défendre son honneur. Et l'honneur en Espagne, c'est primordial. L'honneur. Mais il faut comprendre quand même que l'honneur de Rodrigue a été bafoué. Mais rappelez-vous un peu quand même le début de la pièce. Vous vous en rappelez quand même, le début de la pièce. Pif, paf! Sur le nez du pauvre Don Diego, le père de Rodrigue. Et Don Diego, il a... sur la place, il a... Rodrigue, rapplique tout de suite, mon Dieu, et arrête de faire ta coup de Marseille dans les coulisses. Et Rodrigue, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il arrive, comment? Don Gormas, il se met à courir dans la rue, il attrape le grand Don Gormas, en marseillais. À moi, con, de mots. Et alors, à ce moment-là, bien sûr, c'est un duel terrible. Chacun dégaine son épée, quelques cliquetis pour faire joli, et ce moment-là, Rodrigue foille le transit intestinal du haut. Oh, je suis mort. Oui, mais mort par une épée de Cadix, en acier labellisé, label de Cadix. Et après donc, Chimène, continue, d'accord. Bientôt. Acte 4. Vous avez vu un peu? C'est passé à toute vitesse. Et sur acte 4, et enfin, j'entre. Moi, le roi, Don Fernando. Quand je me suis présenté, il y a quelque temps, pour l'audition, eh bien, le metteur en scène m'a regardé et m'a dit « C'est bizarre, mais j'ai l'impression d'entendre votre voix. Je l'ai déjà entendue. Ne seriez-vous pas la doublure du sergent Garcia dans la version française de Zorro ?» Je lui ai dit « Non, monsieur, je ne double pas le sergent Garcia, mais si vous voulez, je peux parler espagnol. Yo hablo espagnol. Yo puedo hablar espagnol. Yo puedo être rey de Castilla, Aragón, y Séville, et Joder, etc. » Bon. Et alors, il suffit simplement que je mette cap. Le roi, le rey Don Fernando de Castilla, et Joder, et Aragon. Alors au début, moi j'aurais quand même préféré que Corneille m'écrive un texte un petit peu plus intelligent, parce que là il me fait passer quand même vraiment pour un roi veule, lâche, hypocrite, qui n'a pas vraiment beaucoup d'autorité. Alors que si j'avais voulu, j'aurais pu parler et hablar en espagnol, hablar des pouvoirs, de la sanction, de l'interdiction, de l'autorité, de la marge de manœuvre, de la variable d'ajustement, du quoi qu'il en coûte, même, enfin, de tout ce que peut dire un jeune cadre du MEDEF. Eh bien non. Dès le départ, il me prive de tout cela et il me fait entrer sur scène avec ma barbe vénérable. Bon, d'accord. Je reconnais comme ça, avec une barbe longue et ma petite taille, c'est vrai, ça me diminue un peu, ça me rapetisse quand je suis debout. Mais par contre, attention, dès que je suis sur le trône, dès que je suis assis sur le trône surélevé, alors là, je m'impose. Alors là, et de quoi s'agit-il? Et soudain, qu'est-ce qu'on vient m'annoncer? Le retour de Rodrigue. Mais qu'il entre! Oh, quel plaisir!
Et soudain, je me vois obligé, moi et mes courtisans, de supporter une des tirades les plus longues du répertoire français. Le combat contre les Maures, par le Marseillais de service. Sous moi, donc, cette troupe s'avance et porte sur son front la Maïf Assurance. Non, j'en peux plus. Et il est là, il continue, et il parle. Et moi, le roi, je suis obligé de ne surtout pas broncher, de faire semblant de l'écouter, d'être très intéressé par ce qu'il dit. Oh, mais c'est passionnant, oh, mais c'est merveilleux, oh, ce Rodrigue, et tous mes courtisans font pareil. J'ai même pas le droit de l'interrompre. Mais on le connaît par cœur, son discours, sa tirade, le monologue. Mais bien sûr qu'on le connaît par cœur. Et vous voulez savoir pourquoi on le connaît par cœur, nous? Le combat, c'est sa faute de combattant? Eh ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça s'est pas passé comme ça. Parce que entre l'acte 3 et l'acte 4, il s'est passé un événement extraordinaire. Un événement que même Corneille n'a pas voulu vraiment raconter. Et surtout, ne pas mettre dans sa pièce. Il a simplement évoqué. Vous voulez que je vous raconte? Oui. Oui, merci. C'est intéressant, on voit que ça suit comme ça. Motivé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, il y a eu deux princes maures qui sont arrivés à mon palais, des princes maures, donc des princes maghrébins, qui sont arrivés à mon palais, attachés, ligotés et conduits donc par un des chevaliers qui avait donc quitté le combat et qui était vite venu, bien sûr, au château. Il venait demander l'armistice. Et ça, Corneille n'a même pas voulu le raconter. Et surtout pas dans la pièce, parce qu'il paraît que ça aurait pu offenser ceux qui venaient de perdre. Parce que ça rappelait trop la guerre d'Algérie. Eh oui. Parce que, ça rappelle trop la guerre d'Algérie. Parce que, imaginez un peu, dans un collège français, quand on force des petits maghrébins à raconter le combat contre les Maures. Vous comprenez pas? Non. Bon, tant pis. Le combat contre les Maures, mais c'est un discours raciste, bien sûr, naturellement. Mais tu joues ça à Alger. Mais on te rejette à la frontière, on te reconduit à la frontière. Tu joues ça chez Ciotti, on reconduit ta carte au RN. Mais oui, bien sûr, le combat contre les Maures. Mais arrêtez, retirez le combat contre les Maures du programme des collèges. Ça suffit maintenant le carnage. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette histoire du combat contre les Maures, je suis un des seuls à le connaître. Corneille, je vous l'ai dit, n'a pas voulu le raconter. Et pourtant, dans une de mes répliques, si le public tend bien l'oreille, à un moment, écoutez bien, l'un des deux princes maures me parle juste avant de signer l'armistice, et il me dit comme ça à l'oreille, dis donc, ton Rodrigue, c'est un caïd. Un caïd? Oui, ton Rodrigue, c'est un caïd. Un cid, mais sans le A. Tu retires le A, ça fait cid, tu rajoutes le A, ça fait caïd. Ah bon? Quand je pense que j'ai raconté pendant plusieurs années ces deux tirades sans les avoir même comprises. Vous savez, rappelez-vous, ils t'ont nommé tous deux le Cid en ta présence, et le Cid, en leur langue, veut dire autant que Seigneur. Oh quand même, mais vraiment, c'est pas quand même. Quel con quand j'y suis. Attention, bientôt je rentre. C'est à moi. La chanteuse sourit sur la scène, toutes ses dents dehors. Elle chante l'amour, les oiseaux, les fleurs, Paris la Seine. Elle fait son œil de biche et sa voix de velours. La chanteuse ouvre son cœur de femme, soigne ses demi-teintes, fourbit son si bémol. Elle enlace le micro
qu'elle chante ou qu'elle rentre en coulisses, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. La chanteuse s'ouvre sur la scène, elle se dit oh les vaches, et tout en souriant, les vermines, je les aurai quand même, je leur arracherai leurs applaudissements. Renversant la vapeur, elle clame les malheurs de la guerre, les soldats éventrés. Elle met ses tripes sur la table, hurle à la mort, la chienne en aurait pitié. Mais le public s'en fout, refuse, il fume les cigares, il en est tout il en est aux histoires de fous, de fesses, mais de fesses surtout. Alors plus personne ne se retient plus, Jacob tâte sa voisine qui renverse son verre de fille et fuse en petits gris aigus. Les genoux cherchent les genoux, les mains s'égarent sous les tables. Et la chanteuse, ouf, qu'elle aille au diable. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. La chanteuse pleure dans sa loge. Elle se dit, mon Dieu, pourquoi ne suis-je pas restée coiffeuse, coiffeuse à Limoges? Au moins là-bas, personne ne se foutait de moi. Quand soudain, emportée par la rage, elle jette son manteau sur sa robe enlamée, traverse la rue entre sauvages au cabaret d'en face et finir sa soirée. Et elle aussi à se foutre de tout, et d'abord de la chanteuse qui braille sur la scène. À l'idiote, elle s'époumonne, se dépasse, démène, alors que le public s'en fout. Et elle appelle tous les chefs de rang, dites-donc, changez-moi ce champagne et le tiel. Et la chanteuse aussi, tenez, elle est trop laide, vous l'avez, j'en suis sûr, depuis au moins 40 ans. Je veux du personnel à mes genoux, je veux des violons, je veux des tziganes. Ah non, non, et ne répliquez rien, vos grenades. Je suis le public, moi, et je m'en fous. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom c'est mal. Je voyais déjà adulés et riches signant les photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens réclamaient debout. Je voyais déjà, cherchant dans ma liste, celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mais très en vieilli, bien sûr, sous mon maquillage. Mais la voix est là, le geste est précis, j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. Mais j'ai du métier, je connais mon effet et j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi le public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours de me cacher, je fus du porte à porte, je
dis n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants suivant de conseils. J'ai de le plus grand, des grands fantaisistes, et c'est pas ça. Et c'est toujours pas ça. J'ouvrais calmement en laissant J'ouvrais calmement. Les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac, devant le parterre. Entrez sur scène, sous les versions et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si rien n'a marché pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute, mais c'est le public qui n'a rien compris. Eh oui, il est un peu sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi le public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent, avec la mémoire. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui où l'on s'étalait. Je me voyais déjà admiré et riche, signant des photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Bravo l'artiste, bravo, 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 bravo! Sur une mer imaginaire, loin de la rive, l'artiste, en quête d'absolu, joue les naufragés volontaires. Il est là, sur une planche qui oscille sur la mer. La mer est houleuse et la planche est pourrie. Il risque de chavirer à chaque instant, il est vert de peur. Et pourtant il clame « C'est merveilleux, c'est le plus beau métier du monde !» Et pour se rassurer, il chante « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes ?» Et plouf, il tombe à l'eau. Il est ramené à la dure réalité de la fiction. Lui, qui se voyait en haut de l'affiche, se voit en bas de la liste de ses chers disparus. Il a envie de crier « Un homme à la mer !» Mais comme l'homme c'est lui, et que lui c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Oh, le spectacle continue !» Il remonte sur sa planche pourrie. Il poursuit sa quête de l'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, et plouf, il tombe à l'eau. Il est ballotté comme une bouteille à la mer dans laquelle on a inséré un message de détresse. Il a envie de crier « Une bouteille à la mer !» Mais comme la bouteille c'est lui, et que lui c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Oh, l'eau est bonne. Elle est bonne, un peu fraîche, mais bonne. Elle est bonne. » Et il remonte sur sa planche pourrie. Il a complètement perdu le nord. Il se croit sur la mer du même nom, la mer du Nord. Alors, il fait la planche. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, et plouf, il retombe à l'eau. Alors le public se dit, mais enfin, il se moque complètement de nous. Il est en train de nous emmener en bateau. L'artiste, lui, s'aperçoit soudain que la planche sur laquelle il est remonté pour la énième fois fait de la gîte à tribord, c'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va sombrer. Il a envie de crier « Les femmes et les enfants d'abord !» Mais comme il est tout seul, il crie « Je suis le seul maître à bord !» Il ajouterait bien après Dieu. Mais dans l'imaginaire, Dieu, on ne risque absolument pas de le rencontrer. Non, Dieu existe, mais il existe dans le réel. Pour
Pour Dieu, l'imaginaire, ce n'est qu'une vision de l'esprit, la fiction seule dépasse. Dieu est ancré dans la réalité. L'artiste sait très bien qu'il n'a rien à attendre du ciel. Alors, et au lieu de crier « Je suis le seul maître à bord après Dieu », il crie « Je suis le seul maître à bord, après moi le déluge ». Et tandis que sa planche, qui fait haut de toutes parts, s'enfonce dans les flots, il n'a plus qu'une seule idée en tête, sauver la recette. Alors il fait une annonce publicitaire. Mesdames et messieurs, la planche pourrie sur laquelle j'ai l'honneur de sombrer pour la dernière fois devant vous ce soir a été sponsorisée par le ministère de la Culture. Et il coule avec la subvention. Il disparaît dans les flots et réapparaît aussi sec. Il a de l'eau jusqu'à la ceinture et ses deux pieds touchent le fond. Oh, le public ricane. Mais regardez-le, il s'est noyé dans un verre d'eau. Il est vrai que la mer imaginaire sur laquelle l'artiste s'est embarqué imprudemment est à la hauteur de son imagination. Elle manque de profondeur. C'est une mer de bas-fond, une mer à marée basse, une mer indigne d'un grand naufrage. Alors, l'artiste, pour ne pas sombrer dans le ridicule, fait la planche. Il fait la planche pourrie. Il a envie de crier « Une planche à la mer !» Mais comme la planche, mais c'est lui, et que lui, c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde. Il crie « Je suis le radeau de la Méduse à moi tout seul. » Et il se pourrait bien que cette fois-ci, il n'y ait aucun survivant. Alors, le public, imperméable jusque-là, se dit « Oh, eh ben ça c'est un spectacle cool. Pas de survivants. Oh, ça promet une fin heureuse. » Alors, après avoir crié « Bis, bis », il crie « Terre, terre !» Et c'est le miracle. Devant un public médusé, l'artiste, transfiguré, regagne la rive en marchant sur les flots. Et il va se noyer dans la foule. Je suis le roi des ciseaux, de la barbiche en biseau, je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manon Carmel ou Corneville. Alors avouez que c'est ralent d'avoir la vocation sans le talent. Je n'ai pas de voix, je sais quelquefois, mais ça ne vient pas, je suis pas doué pour l'opéra. Les clients me comparent tout, fameux raseur Figaro, je ne suis que le barbier de Belleville. Je peux vous passer un shampoing, mais vous faire un cours de shampoing. Je prends les paris, le meilleur de tout Paris, pour tous les goûts dans tous les styles. Je fais un métier que j'adore, mais je voudrais chanter toréador. Je n'ai pas de voix, je sais quelquefois, mais ça ne vient pas,
temps ne peuvent pas connaître mon art en ce temps-là, accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'âme garnie qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famille et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça veut dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du plat ou du blanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, ça voulait, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Un instant. Je prends ma béquille. J'ai amené avec moi le script pour être sûr. Je vous écoute. Monsieur Salvador Dali, on affirme aujourd'hui que vous êtes l'un des deux peintres les plus célèbres du monde. Je suis absolument persuadé que je suis le plus important artiste de tous les temps. Et que pensez-vous de Pablo Picasso? J'ai souvent exprimé mon avis par rapport à Pablo Picasso d'une façon très catégorique et je pense que Picasso est, après moi bien sûr, un des plus grands génies de ce siècle. Mais c'est un génie de type opposé au mien, je veux dire par là que c'est un génie de type destructif, hétérogène et anarchiste. Alors que moi, je corresponds plutôt à un type de génie de plus en plus qui se rapproche des anges, je parlais des anges de Raphaël. Si vous deviez faire une critique de Salvador Dali, que diriez-vous? Une critique de ma personne, de mes écrits, de mon œuvre picturale. Je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est en effet une grande catastrophe. Et pourquoi cela? Parce que
je suis sans doute un des peintres de ma génération les plus catastrophiques. Et c'est pour cette raison, et ça paraît bizarre d'ailleurs et paradoxal, que je dis que d'un côté, je suis le peintre le plus paradoxal et le plus catastrophique de ma génération, alors que de l'autre, je dis aussi que je dois beaucoup de respect à mes illustres prédécesseurs, car, bien sûr, vous l'avez compris, j'ai beaucoup de respect pour mes illustres prédécesseurs comme Rembrandt, Rubens, Goya, Leonardo. Et je pense de plus en plus que je soutiens une conception énergétique de la matière. Et aujourd'hui, la matière est en train de se dissoudre complètement à chaque instant. Elle est en train de se spiritualiser. C'est donc autour de ce concept spirituel que votre peinture est en train de devenir, comme vous l'avez écrit récemment, une peinture nucléaire. Exactement, exactement. Je suis à la recherche spirituelle de la disruptivité de la matière. On dit pourtant, Monsieur Dali, que vous êtes vous-même votre propre chef-d'œuvre. Oui, je crois et en effet que le plus important dans toute l'œuvre de Dali, c'est le personnage de Dali. Mais celui que nous découvrons présentement au cours de cet entretien, est-ce le vrai Dali? Ah non, ce n'est qu'une toute petite partie de l'œuvre synthétique de Dali. Je vois. Oui. Pour conclure, certains objets au cours de votre existence vous ont-ils inspiré dans cette œuvre globale et synthétique? Oui, parfaitement, car je suis fétichiste. Et je suis aussi, naturellement, d'après ma psychopathologie génétique, je suis également exhibitionniste. Voilà. Et de plus en plus, je suis intéressé par deux types d'objets. Là, vous pouvez regarder, là, ici, c'est la béquille. Je me sers toujours de la béquille. Et surtout, des montres. Les montres molles. Les montres molles qui illustrent, à mon avis, la liquidité du temps dans une perspective peut-être même quinquagénaire et quinquagénaire métaphysique. Vous me comprenez? Oui, vous me comprenez, donc je continue. Et ma plus grande obsession aujourd'hui, c'est la chou-fleur et la corne de rhinocéros. Car ces deux objets incarnent pour moi, vous comprenez, les courbes logarithmiques de la résurrection. Oui, eh bien, Monsieur Dali, je vois que l'heure tourne même sur les montres molles et il est temps de conclure cet entretien. Et je vous propose donc une petite promenade artistique avec certains illustres contemporains et illustres aussi peintres. Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche, où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants, avec un doux sourire, tout chargés de mystère, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital, tout rempli de murmures, et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures, et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague, où l'on voit des Hercules se mêler à des Christ et se lever tout droit, des fantômes puissants qui, dans les crépuscules, déchirent leur suaire en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui surramassais la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, Puget, mélancolique empereur des forçats. Bateau, ce carnaval, où bien des cœurs illustres, comme des papillons errent en flamboyant,
des corps frais et légers, éclairés par des lustres, qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, cauchemar, plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants toutes nues pour tenter les démons, ajustant bien leurs bas. De la croix, lac de sang et des mauvais anges, ombragés par un bois de sapin toujours vert, où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums, sont un écho redit par mille labyrinthes. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Bravo. Viens, et ne viens pas quand je serai seul, quand le rideau un soir tombera. Je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, et ne viens pas quand je serai seul, moi qui ai tout choisi dans ma vie. Je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui meurent un jour de pluie ou d'autres en plein sommeil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Au dernier rendez-vous, moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Tous les deux on se connaît déjà, on s'est vu de près, souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gala, si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière, je ne veux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Au dernier rendez-vous, moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout, mourir sans la moindre peine, d'une mort bien orchestrée. Moi je veux mourir sur scène, c'est là que je suis né.
cette époque-là, de galère en galère, je gagnais sans éclat mes galons de chanteuse. Était-ce à l'Alhambra, au Bino ou Pacra, qu'un beau soir m'arriva cette histoire curieuse. On n'est pas parti comme il faut. Non, je crois pas. Pardon, c'est moi qui me suis trompé. À cette époque-là, de galère en galère, je gagnais sans éclat mes galons de chanteuse. Était-ce à l'Alhambra, au Bino ou Pacra, qu'un beau soir m'arriva cette histoire curieuse. Un homme s'est avancé, puis il a murmuré, c'est ma femme qui m'envoie. Elle m'a dit, vas-y toi. Va lui dire à la petite qu'il faut pas qu'elle hésite, la vie passe trop vite, le talent n'attend pas. Va lui dire à la petite qu'il faut qu'elle résiste, le succès ça se mérite, elle a ce qu'il faut pour ça. Faites-en ce que vous voudrez, je suis qu'un garçon de café, c'est ma femme qui m'envoie. Elle, le coup d'œil est là. Et j'ai continué de jouer, de chanter, enchaînant les tournées, les ciné, les théâtres. Et j'ai toujours gardé, au cœur bien accroché, ce désir obstiné, cette envie de me battre. Revoyant bien souvent cet inconnu disant, c'est ma femme qui m'envoie. Elle m'a dit, vas-y toi. Va lui dire à la petite qu'il faut pas qu'elle hésite, la vie passe trop vite, le talent n'attend pas. Va lui dire à la petite qu'il faut qu'elle résiste, le succès ça se mérite, elle a ce qu'il faut pour ça. Faites-en ce que vous voudrez, je suis qu'un garçon de café, c'est ma femme qui m'envoie. Elle, le coup d'œil est là. À présent quand je vois les années derrière moi, je regrette parfois de n'avoir pas su dire qui êtes-vous, donnez-moi votre adresse et je crois qu'on pourrait quelquefois échanger des sourires. Mais il était parti, anonyme et sans bruit, je voudrais tellement dire à ces braves gens, leur dire que la petite, toujours elle résiste, la vie est passée vite, mais elle est encore là. Leur dire que la petite, elle a tracé sa piste de femme et puis d'artiste, et qu'elle n'oubliera pas le courage puisé chez un garçon de café, chez sa femme qui un soir lui ont donné l'espoir. Ah, monsieur le censeur. Ben vous êtes venu. Ah ben ça me fait plaisir ça. Non, parce que généralement je sais que vous ne venez pas à mes spectacles. Bon, ce n'est pas un reproche, hein, notez bien. Oui, de toute façon, oui, je sais, vous êtes tellement occupé, tellement sollicité, n'est-ce pas? Surtout les week-ends, bien sûr, le week-end, oui. Surtout la région, naturellement. Il y a tellement d'artistes qui vous envoient des invitations, qui ont besoin de vos recommandations, de vos avis, de vos appuis. Oui. Non, moi personnellement, ce coup-ci, je ne vous ai pas envoyé d'invitation. Non. Si vous êtes venu, c'est de votre plein gré. Ah bon, mais c'est bien ça. Ah bon, et vous avez payé votre place pour une fois. Ah ben ça me fait plaisir ça. Là c'est très bien. Vous voyez, ça c'est un bon geste. Oui, parce que je sais que généralement, oui, vous profitez plutôt des invitations pour venir. Et puis au moins comme ça, quand vous avez payé, eh bien vous pourrez dire ce que vous voudrez sur mon spectacle, vous ne me serez redevable de rien. Voilà. Bon, en tout cas, profitez un petit peu, il y a encore des petits fours, hein, et des boissons, profitez-en, c'est moi qui régale.
Dites-moi, oui. Ah bon? Mais je voudrais quand même savoir, pourquoi, dans les quelques articles ou les quelques appuis que vous m'avez sollicités, plutôt même proposés, pourquoi vous n'arrêtez pas de me pourrir? Hein? D'accord? Oui. Non, ça j'aimerais bien savoir. Non, comment ça vous ne me pourrissez pas? Ah bon, d'accord. Ah bon, ah oui, vous ne me pourrissez pas, mais vous n'aimez pas ce que je fais. D'accord. Oui, vous trouvez ça que c'est un peu amateur. Oui, notez que nous sommes très souvent dans des spectacles amateurs. Et qu'est-ce que vous leur reprochez aux amateurs? Quels sont vos critères? Ah bon? Ah, les critères de qualité pour un spectacle, c'est quoi? Il faut une certaine fluidité. Oui. Je reconnais que dans la plupart de mes spectacles, la fluidité, on la recherche, d'accord, ça je reconnais. Mais, quoi encore? Ah bon? Ah, je comprends. Mais dites-moi un petit peu, quand moi, par exemple, je fais un spectacle, car vous l'avez compris, ça n'est pas une pièce de théâtre, c'est un montage. Alors dites-moi, s'il vous plaît, monsieur le censeur, dans un montage, qu'est-ce que vous me reprochez, ou plutôt, qu'est-ce que vous privilégiez? Petit A, petit B, petit C, petit D. Oh là là. On a pour un moment, vous permettez, je vais en profiter pour commencer à ranger mon matériel. Oui, alors donc, petit A, je vous écoute. Petit A, la qualité des textes. Oui, vous voulez dire par là que mes textes sont médiocres, oui. Vulgaires, vous dire quelquefois, oui. Pas très intelligents, des jeux de mots faciles. Bon, d'accord, j'assume. Petit B, pardon. Petit B, la pauvreté des affiches, des décors, oui, des costumes, oui, d'accord, oui, pourquoi pas, de la musique. Attendez, vous avez entendu quand même. Alors, j'ai quand même un pianiste qui a plusieurs années de conservatoire quand même. Oui, bon, vous me direz, hein, c'est vrai que c'est pas en allant au conservatoire qu'on risque de devenir vraiment un vrai professionnel. Mais d'ailleurs, c'est vrai, hein, la plupart des artistes, surtout au théâtre, et ça d'ailleurs c'est prouvé dans les statistiques, la plupart des artistes, eh bien, ne sont pratiquement jamais passés par les conservatoires, en théâtre. Oui, oui mais ça arrive aussi. Ah non, moi personnellement, je ne suis jamais passé par un conservatoire, peut-être une fois ou deux, mais c'était pour chanter. Pourquoi? Parce que vous comprenez, rien que le mot conservatoire, j'ai l'impression de me retrouver là, dans une boîte en fer blanc, hein. Oui, et qui n'aurait plus l'ouvre-boîte. Bon, d'accord. Alors donc, continuons. Petit C, pardon. Petit C, qu'est-ce que vous dites? Je joue mal? Pardon? J'en fais trop? Je surjoue? Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Je surjoue? Ah oui, parce que depuis le début du spectacle, je gigote, je fais le pif, je fais des grimaces. Ah bon? Je surjoue? Oui, mais quand je chante? Ah bon? Non seulement je surjoue, mais je surchante. Et oui, mais quand je dis un monologue, par exemple, ah bon, là c'est l'abomination de la désolation. Ah oui. Bon, ben d'accord. Peut-être, si vous voulez. Et le petit D. J'aimerais savoir maintenant le petit D. Ah, d'accord, j'ai compris. Vous, ce que vous privilégiez dans un spectacle, c'est la mise en scène. Eh ben oui, eh ben fallait le dire tout de suite. La mise en scène. Entre nous, vous ne trouvez pas que certains metteurs en scène contemporains surmisent? Oui, ils misent tout sur la mise en scène. Et tout ça, c'est au détriment des comédiens qu'ils sous-évaluent, et eux, ils se surestiment. Oui, d'accord. Donc le petit dé étant bouclé, eh bien moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous confier un secret. Moi, ce que je pense de vous, je vous emmerde.
je suis un spécialiste. tu vas voir. Alors tu vas rien voir. Tu vas rien voir, tu vas chercher là. Ouais. Non, non, Et, non. Attends, on va mettre un peu plus de lumière. Comme ça va m'obliger à Ah, bah, faire. voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Che parole d'Alaska, y a la folle qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Quand le phoque est tout seul, il regarde le soleil, il descend doucement sur le glacier. Pense aux États en pleurant tout bas, c'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça guérit les enfants, ça ne jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ouh, ouh, ouh. Quand le phoque s'ennuie, il tire à son poil qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il pense à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça guérit les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ouh, ouh, ouh. C'est rien qu'une histoire, je peux pas m'en faire à croire, mais des fois j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti, puis je m'ennuie. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça guérit les enfants, ça ne jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ouh, ouh, ouh. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des bateaux sur son nez. Ça guérit les enfants, ça ne jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ouh, attention bien là. Bravo.
On s'en fout. C'est Il n'y a bien pas ça. l'air de s'en foutre, c'est Non, bizarre. simplement, alors peut-être qu'il y en a qui ne voudront pas nous rejoindre en bas, mais ce serait bien qu'on soit tous en bas. On vous donne vite quelques indications. Les premières chansons sont de Jacques de Broncard. Le plus je suis comédien et chanteuse. Jacques de Broncard, malheureusement un musicien et compositeur qui est complètement oublié, mais qui a composé d'excellentes chansons. D'autres chansons sont connues aussi, donc on ne les présente plus. Il y a des sketchs merdiques, ça c'est Samparini. Le censeur, c'est Samparini. Le premier texte, peut-être que... Non, c'est pas de Samparini, ce serait trop beau. Le texte que j'ai beaucoup raccourci, que je dis à Pascal, as-tu peur de paraître en public ce soir? Ah. C'est de qui? Sacha Guitry. Eh oui, c'est un monologue très connu, c'est le monologue qu'on trouve dans la pièce de De Bureau. De Bureau, c'est un mime, et donc Guitry parle à son fils, puisqu'il est donc. Guitry interprète le rôle de Bureau, qui faisait de la pantomime. Il devient fatigué, âgé, donc il donne des conseils à son fils. Et juste son fils a entendu